y voilà un deuxième chouefati sur la martingale. C'est assez singulier finalement. J'ai déjà eu, je crois, dans certains de mes podcasts, frère, sœur, mari, femme, etc., mais là, père-fils, je crois pas. Puis bon, on aurait pu se dire, la logique aurait voulu que j'ai le père et puis ensuite le fils, mais non, sur la martingale, on a d'abord eu Joseph. T'as deux fois le premier, en fait. Ouais. T'as eu le premier, et puis ensuite t'as eu le premier. Exactement. Et Yves, toi, tu viens, t'es dans la finance depuis longtemps ? Ah oui, toujours. Moi je suis, même après, avant mon diplôme, j'ai financé une partie de mes études en travaillant dans la finance. Ok. Et ensuite, j'ai commencé officiellement après mes études en 92 à Crédit Lyonnais Asset Management, voilà, où je commençais en stagiaire, puis j'ai grimpé, j'ai fini directeur général. Et j'ai quitté le Crédit Lyonnais au début de la fusion entre Lyonnais et l'Agricole. Et là, j'ai créé Tobam. Alors, Tobam qui veut dire ? Think out of the box asset management. Ok, think out of the box. Donc, penser en dehors de la boîte, je sais pas comment on le traduit en français. Des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Ce qui est intéressant, est-ce que on avait prévu d'intituler, en tout cas le nom de code de ce podcast, cet épisode était faire ce que ne fait pas encore BlackRock. Est-ce que en sortant des sentiers battus, on prend des risques ? Est-ce que toi, j'ai l'impression que tu as des thèses fortes, et c'est ça que j'aimerais développer aujourd'hui, comprendre deux de tes thèses potentiellement, comprendre comment moi je pourrais aussi fomenter mes thèses, ou en tout cas développer mes thèses à moi, et comment tu les développes, comment si on reste dans les sentiers, on rentre dans une thèse et on doit parfois peut-être en sortir ou se dire bah non, elle était mauvaise, parce qu'une thèse c'est pas forcément empirique, hein, c'est le principe. Ça te va comme programme ? Bah écoute, on va essayer. Depuis quand tu navigues hors des sentiers battus et avec des thèses ? Depuis le début, Tobam a été fondé pour ça ? Ah oui, Tobam a été fondé pour ça, parce que dès le début, j'ai voulu m'intéresser à la clientèle institutionnelle internationale. Moi, ce que j'aime faire, effectivement, c'est d'abord explorer des choses. Et ce que j'aime faire, c'est évangéliser des gens plutôt sophistiqués et les attirer en dehors de ce qu'ils font d'habitude. D'accord ? Et quand tu te sers une clientèle internationale et que tu es un indépendant basé en France, si tu vas voir un gros fonds de pension en Californie ou un fonds souverain au Moyen-Orient, puis tu leur dis « je fais la même chose que BlackRock en mieux », c'est compliqué quand même. Hein, ou je fais mieux que la même chose que Amundi en mieux. Bah non, c'est pas ça. Je prétends pas faire. Et moins cher. Voilà, voilà, c'est un peu compliqué. Alors par contre, allez leur dire, bah, je fais quelque chose qu'on vous a jamais montré, j'ai trouvé un truc qu'on vous a jamais montré, j'ai une formule de maths qu'on vous a jamais montré, je vais vous amener dans des lieux que les gros institutionnels ne fréquentent pas encore, mais ça les intéresse. Hein, et c'est ça un peu la niche dans laquelle est Tobam, c'est aller là où les très gros ne sont pas allés. Pourquoi ils y sont pas allés ? Pour des raisons extrêmement rationnelles. C'est pas parce qu'ils sont moins malins que moi. Hein, c'est tout simplement quand tu es un très gros, tu vas pas dans les petites niches. C'est ce que j'allais dire en fait. Voilà. Est-ce que le très gros, quelque part, toi, il veut sortir des sentiers battus. Généralement, l'asset manager d'une très grosse boîte, tout comme ceux qui nous écoutent et qui sont pas là-dedans, ils se disent attends, moi je veux un truc plutôt safe. Alors en particulier quand t'es c'est pas une question de safe, c'est une question vraiment de taille. Pareil, je vais te donner un exemple concret. Nous on a exploré un truc qui était un gadget et qui était un peu réservé aux geeks à l'époque. C'était le Bitcoin à peu près en 2013. Okay, oui, c'est tout. En 2013, on explore ça comme quand j'étais gamin et que je démontais les postes de radio pour essayer de comprendre comment ça marchait. Ben là, en 2013, on avait un peu la même curiosité. On regardait ce truc. Ce truc, il prétendait faire... il prétendait avoir des propriétés mathématiques qui étaient un peu curieuses. Il prétendait avoir résolu des problèmes de maths qui sont des très anciens problèmes de maths. Et donc, on a regardé ça par out of curiosity. Et c'est en 2016 simplement qu'on a vraiment plongé. Et très tôt, j'en ai parlé à... Moi, j'ai des amis très haut placés chez BlackRock. Même, j'en ai parlé à des membres du comité exécutif du Global Commerce de BlackRock. Et je leur ai dit, regardez ce truc-là, et s'ils sont intéressés,
pour ces 2 personnes grâce à moi. Et ils m'ont dit, c'est super intéressant. Mais assez rapidement, ils m'ont dit, bon, ben, c'est pas pour nous. Why? Because it doesn't move the needle. Ça fait pas bouger l'aiguille du compteur. Tu vois, c'est trop petit. À l'époque, la capi boursière, la capi totale du Bitcoin, c'était, je sais pas, 20 milliards. Et pour BlackRock, elle était 20 milliards, c'est ce 10% de 20 milliards, c'est pas intéressant. Ça va pas move, it doesn't move the needle, ça fait pas bouger l'aiguille du compteur. Donc ils savaient que si ce truc-là se développait, ils en mettraient un jour, mais vu la taille qu'ils ont, ils vont pas lancer, si tu veux, une ligne de produits qui va collecter 1, 2, 3, 10, 15 milliards. Et la preuve, c'est qu'ils ont lancé leur ETF il y a... 2022, non non, 2024. Ah oui. Il y a 15 mois, quoi. Et ils en sont déjà à bien plus que 100 milliards. Si on compte les différents véhicules d'investissement qu'ils ont mis, ils en sont à 100 milliards en 15 mois. Donc, si tu veux, 100 milliards en 15 mois, tu ne pouvais pas faire ça en 2016, vu que la capi boursière du Bitcoin était inférieure à 100 milliards à l'époque. Oui. Et alors ça, par exemple, c'est rentré assez vite dans tes thèses, les cryptos, le Bitcoin. D'ailleurs, les cryptos et ou le Bitcoin ? Non, c'est le Bitcoin. Ok. On a exploré beaucoup de choses dans la crypto. Nous, en fait, on est des investisseurs, on n'est pas des techs. On n'est pas des économistes. Donc toi, tu investis de l'argent d'autres personnes ? Voilà, c'est ça. Et le métier de Tobam, c'est asset manager. Ça veut dire qu'on travaille plutôt pour des institutionnels. Donc à peu près 60, sûrement plus que 60% maintenant de nos clients, ce sont ce qu'on appelle des souverains. Donc soit des fonds de pension publics, soit des banquiers centraux, soit des banques centrales, soit des fonds souverains. Et ces gens-là, ils ont une politique, c'est de placer leur argent sur le très long terme. Et souvent, ils vont confier cet argent à des gens comme nous pour que ce soit nous qui investissions pour leur compte à eux, pour compte de tiers. Ok, donc ça, c'est les 40%. Les 60% et les 40% restants sont ? Bon, après, il y a du family office, il y a du wealth management, mais c'est moins que 40%. Je dirais... c'est 60% du public, ça doit être après des fonds de pension privés, et le wealth, ça doit faire, je ne sais pas combien, mais ça doit faire à peu près 5 ou 10% de nos encours. Ok, donc ceux qui nous écoutent, à moins d'avoir plus d'1 million d'euros, ils ne bossent pas avec toi ? Ah si, après ils peuvent acheter des fonds, mais on ne va pas les démarcher nous, mais ils vont passer par de l'assurance vie, ils vont passer des fonds Tobam ? Des fonds de Tobam, oui, tout à fait. Qui s'appelle Tobam quelque chose ? Qui s'appelle Tobam quelque chose, soit Tobam Blockchain, si c'est ce secteur-là, soit Tobam Liberty, soit Tobam Maximum Diversification. Okay. Voilà. Et donc ça, ils peuvent le faire directement depuis des comptes de banque en ligne, soit en passant par un conseiller en gestion de patrimoine. Soit en passant par l'assurance vie. Ok, voilà. Ça marche. Et donc là-dessus, à chaque fois, tu pars sur des thèses fortes. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent soit qu'ils se disent moi, j'adhère à ce que me raconte ce monsieur, soit qu'ils se disent tiens, je vais aussi, en partant de ce qu'il dit, développer ma propre thèse. Très bien. Partons de cette première thèse ou de cette première approche du Bitcoin. Alors, chez Tobam, quand tu l'as créé quoi ? Début des années 2000 ? Je l'ai créé en 2005. 2005, donc il n'existait pas le Bitcoin. Ça a été créé quand même sur d'autres thèses au tout début ? Oui, tout à fait. Ouais. C'était quoi ? La démarche au début, c'était que je m'étais rendu compte que dans notre industrie, tout le monde parle de diversification. Ouais. Et dans notre industrie, on a tendance à tout mesurer. On mesure la volatilité, la tracking error, l'alpha, le bêta, le gamma, le theta, vega, le rho. Il y a toujours des mesures, il y a toujours une métrique associée à un concept. Et là, il y avait un concept qui s'appelle la diversification, et il n'y avait pas de métrique associée. Donc personne ne savait mesurer la diversification d'un portefeuille, par exemple. Et c'est un sujet qui m'avait beaucoup intéressé, mais je me suis dit, si c'est tellement utile d'être diversifié, ce serait bien de pouvoir mesurer la diversification. C'est pas mesurer l'efficacité, mais c'est mesurer la diversification. Le fait que tu sois diversifié ou que tu sois concentré. Okay. Et j'ai travaillé là-dessus et j'ai découvert une mesure de la diversification qui maintenant est enseignée à la fac, qui fait partie du curriculum du CFA, qui est utilisée en Allemagne pour mesurer la diversification des forêts. Okay. Donc pour mesurer la diversification des forêts allemandes, il y a des chercheurs en botanique qui ont dit, en fait... on sait qu'une forêt bien diversifiée a tendance à être en meilleure santé qu'une forêt très concentrée. Le problème qu'on avait, c'est qu'on ne savait pas mesurer la diversification de manière objective. Et il y a
une mesure qui maintenant est disponible, qui s'appelle le Diversification Ratio, qui a été créé par Yves Chouefati, le président de Tobam. On va utiliser ça pour mesurer la diversification des forêts allemandes. Alors laisse-moi essayer de supposer, parce que de prime abord tu te dis ouais attends, Yves il est sympa mais la diversification c'est pas compliqué. J'ai une action Renault, j'ai une action Veolia et j'ai une action Total, c'est diversifié. Bon, en fait quand tu regardes ça, j'imagine que si tu vas même un peu plus loin, tu te rends compte que alors notamment ici on l'a vu. Alors tu as une action Veolia, tu as une action je finis mon raisonnement, mais j'imagine que quand tu vas sur on l'a vu d'ailleurs de la même manière, c'est un peu plus simple, mais sur les ETF et les indices, tu te dis je prends un S&P, je prends un MSCI World et je prends un Nasdaq, en fait t'es pas du tout diversifié, c'est toutes les mêmes actions. Ouais. Alors ça c'est plus simple à comprendre, mais j'imagine que même entre diverses actions comme ça de Total, Engie, Veolia et Renault, tu as probablement des gros liens de corrélation qui font que si un truc s'effondre, les autres s'effondrent, alors que la vraie diversification serait un endroit où c'est l'objectif en tout cas, c'est d'être plus safe. Quand tout ça s'effondre, il y a peut-être un autre endroit où ça remonte. C'est ça l'objectif de la diversification et ton indice ? Oui, ça c'est l'objectif de la diversification, mais c'est pas ça dont je parle. Moi, de quoi tu es en train de me parler ? Tu es en train de me parler d'un concept. Tu n'es pas en train de me parler d'une mesure. Ok. Et donc, ce que tu as décrit est une très belle description du concept de la diversification que tout le monde manipule très bien dans le monde de la finance. Mais à un moment donné, si je te donne un portefeuille A qui a 600 lignes, et que je me dis, est-ce que je peux le diversifier plus ? Je vais passer à 1200 des lignes. Ben, pas forcément, parce que si tu as 600 lignes qui sont relativement bien diversifiées, puis tu me rajoutes 600 autres actions qui sont toutes des banques, ben là, tu vas concentrer encore plus ton portefeuille. Donc, quand tu as des portefeuilles simples de 4 ou 5 actions, tu n'as pas besoin d'avoir une mesure de la diversification. Le jour où tu as des portefeuilles plus sophistiqués, plus complexes à analyser, savoir est-ce que c'est A ou B qui est le plus diversifié, ça devient une conversation qui est un peu stérile, parce qu'on n'a pas de mesure, et que ce serait bien utile d'avoir une mesure. Et l'idée, c'est ça. C'est maintenant, essayons d'objectiver ça par une métrique, savoir si c'est toi ou moi qui est le plus lourd. Ça se fait pas simplement en disant t'as des pieds plus gros que les miens, voilà. Ça se fait avec une métrique. Combien tu pèses, combien je pèse, et maintenant on sait qui est le plus lourd. Et on arrête la discussion. Une métrique, ça permet d'avancer, en fait. Oui, celle-là fait 12 mètres, celle-là fait 6 mètres. C'est le double. Voilà, c'est fini. On arrête maintenant. On sait qui est le plus grand, qui sait qui est le plus lourd. On sait qui est le plus diversifié. Okay. Après, on peut choisir. Il y a des moments où il ne faut pas être diversifié. Tu sais que tu ne dois pas être diversifié. Mais quand tu as une boule de cristal, tu n'as pas besoin d'être diversifié. Si tu sais prévoir l'avenir. C'est ce qu'on dit ici. C'est que si tu veux t'enrichir très fort, faut pas être diversifié. En revanche, tu prends des risques très forts. Le principe de la diversification, c'est d'étaler tes risques. Mais en l'occurrence, ça c'est clair. Moi ici, tout le monde vient me dire faut être diversifié. Je dis oui. Certes, mais à un moment, tu vois, le principe de l'entrepreneur très tôt dans sa carrière, c'est d'être très concentré. Il a une boîte. Il a ta boîte, et puis tu mets tout dedans, et puis tu penses qu'à ça, et puis tu creuses les doigts, et puis voilà. Et puis une fois de temps en temps, ça marche, puis de temps en temps, ça marche pas. Tout à fait. C'est la vie. Ça, c'est très clair. Est-ce que je peux en profiter de ce... Est-ce que c'est une méthode de calcul ? Est-ce que, en fait, j'essaye de me dire, à minima, la manière dont moi j'en profiterai, c'est de dire à tout le monde aujourd'hui, regardez vraiment à quel point vous êtes diversifié, c'est-à-dire notamment quand on avance dans l'âge, on vient de le dire un peu, mais parce que moi je pourrais te dire, je fais de l'immobilier d'une part, bon alors peut-être qu'avec les cryptos, le bitcoin, tu vas me dire après ce que t'en penses, si c'est une vraie forme de diversification, mais j'ai des actions, j'ai des choses comme ça, mais a priori, je sais pas si c'est une vraie diversification. La vraie diversification, enfin la mesure qu'on a proposée, puis qui maintenant est assez universellement adoptée, je crois pas qu'il y ait de mesure concurrente sur ce sujet-là. Elle repose en fait sur le fait que pour être diversifié, il faut que tu achètes des actions qui sont peu corrélées les unes aux autres. C'est ça un peu le secret de la diversification. Ça paraît être du bon sens, mais effectivement, c'est comme ça que ça marche. Et effectivement, si tu as 60 bancaires en portefeuille, tu n'es pas diversifié. Si tu as 4 actions dans des secteurs différents, dans des pays différents, dans des styles de gestion différents, tu peux être beaucoup plus diversifié avec 5 actions qu'avec 60 actions. Okay. Et la métrique, elle vient justement essayer de mesurer tout ça pour objectiver tout ça. Et elle est utile
pour des gens qui ont des portefeuilles complexes. Ouais. Ok. Tu en fais... Là, on va se concentrer sur 2 autres thèses. Donc, le Bitcoin et les autocraties, si tu veux bien, parce qu'on en a parlé un peu avant. Mais des thèses comme ça, tu en ponds tous les combien ou j'en ponds... tous les 2 jours en te réveillant, en te rasant devant la glace? Non, j'en ponds pas... je sais pas à quelle vitesse je ponds. C'est la première fois qu'on pose cette question. Écoute... je suis pas le seul à les pondre, by the way. On est des gens qui ont réfléchi, je pense, beaucoup. Pour pondre une thèse, la meilleure manière, c'est de ne pas accepter de faire ce que font les autres, rien que parce que les autres le font. Je crois que c'est ça un peu la chose un peu qui me caractérise et qui caractérise certaines personnes à Tobam. C'est pas parce que les autres le font qu'on va le faire. C'est un peu mon truc qui me tend quand tout le monde te dit fais du private equity, fais des ETF en indice boursier, fais du machin. Si tu veux faire autre chose, faut pas être moutonnier. À un moment, quand si t'es moutonnier, déjà, Donc déjà, faut avoir un esprit non moutonnier. Faut remettre en question la manière dont les choses sont faites. Il faut... après, il y a des méthodes. Il y a un outil que j'utilise très souvent qui est le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam. D'Occam, ok. Occam, c'est un... Je me demandais si ça avait un rapport à tu ponds tes thèses en te rasant le matin. Non, c'est pas ça du tout. Occam, c'est Guillaume d'Occam. C'est un philosophe anglais du XIVe siècle. Ok. Qui a donné naissance à une doctrine philosophique qui s'appelle le nominalisme. O-K-H-A-M. O-C-K-H-A-M, pardon. Voilà. Ouais, ok. C'est un moine franciscain qui a inventé une doctrine philosophique qui s'appelle le nominalisme, okay. Qui s'appuie beaucoup sur, si tu veux, le fait que dans un discours, il faut avoir des définitions précises. Si toi et moi, on n'est pas d'accord lors d'une discussion, imaginons qu'on regarde 2 solutions à un problème, la solution A et la solution B, à un problème donné. Et que moi, je te dis la meilleure, c'est la solution A, et toi, tu me dis la meilleure, c'est la solution B. Si tu veux faire avancer la discussion, peut-être qu'il faut définir le mot meilleur. Et si on arrive à se mettre d'accord, toi et moi, sur la définition du mot meilleur, très rapidement, on va être d'accord pour savoir laquelle de A et de B est la meilleure. Tu me permets, le rasoir d'Occam est un principe de raisonnement philosophique entrant dans les concepts de rationalisme et nominalisme. Le terme vient de raser, qui en philosophie signifie éliminer des explications non nécessaires d'un phénomène. Voilà. Et donc, juste t'attaque parce que ça c'était intéressant. Dans le langage courant, le rasoir d'Occam pourrait s'exprimer par les phrases « l'explication la plus simple est généralement la bonne » ou « pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Une formulation plus moderne est que les hypothèses suffisantes, les plus simples, doivent être préférées. Il faut et il suffit. C'est très intéressant. Alors effectivement, donc, je t'ai parlé de ce petit exemple où on doit choisir, toi et moi, la meilleure. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit vite aussi dans le nominalisme que, et moi c'est un truc que je dis souvent, le bon matheux, c'est pas celui qui trouve la solution, c'est celui qui trouve le problème. Et c'est beaucoup plus facile, en fait, de trouver... Tu vois, par exemple, sur l'histoire de la mesure de la diversification, moi, combien de temps j'ai mis à trouver cette mesure de la diversification? J'ai dû mettre, je sais pas, 3 mois. Mais j'ai mis 20 ans à trouver le problème. Et donc... C'est extra. Moi, j'adore ça. J'ai enregistré avec un type qui s'appelle Shane Parrish. Je sais pas si tu connais, non, un Canadien. Non. Et il a un truc sur c'est vraiment un expert mondial du decision making. Et il te dit, en fait, pour prendre des bonnes décisions, il faut faire 2 réunions. Une première réunion qui est définir le problème et une deuxième réunion qui est régler le problème. Et généralement, on n'est jamais d'accord sur le problème. Donc, et dans la première réunion, c'est là qu'il faut beaucoup utiliser le rasoir d'Occam. Il faut pour arriver à l'essence du problème qu'on veut résoudre, tu vois. Et par exemple, l'histoire de la mesure, de la définition, de la diversification, tu me l'as démontré brillamment. Définir ce que c'est la diversification, c'est inintéressant. Je veux dire, tout le monde le sait, c'est inutile. Le mot qui est intéressant, c'est mesure. Donc, si je m'étais intéressé à fabriquer un portefeuille diversifié, je me serais perdu. Super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui nous manque? C'est la mesure. C'est pas le fait qu'on sait fabriquer un portefeuille diversifié. Si tu n'as pas défini une mesure, tu ne sais même pas ce que c'est que la diversification proprement, en fait.
Alors on va rentrer de plein pied dans tes thèses, les deux dont on parle depuis tout à l'heure. Pour finir, dernière question là-dessus, c'est est-ce que tu as déjà un peu analysé comment elles pouvaient naître chez toi ces pontes, puisqu'on a parlé de pondre une thèse, mais est-ce que c'est un truc où tu t'y penses une fois, deux fois, et puis là tu en as une en tête que tu aimerais régler en ce moment peut-être ou... J'ai la prochaine thèse d'investissement, je crois que je suis en train de la formaliser, hein, donc c'est plus la tu peux en parler ici ? Non. Allez, non. sur quoi ? Autour de quoi ? Non. Bah, c'est autour de l'investissement en actions, mais j'en dirai pas un seul mot de plus. J'ai vu quels les outils de torture dont tu disposes. J'ai pas peur de ces éléments-là, donc tu n'auras pas un mot de plus sur ce sujet-là. Alors comment j'arrive à ça ? Je pense qu'on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Un de mes grands défauts, c'est que j'ai l'esprit de contradiction. C'est que j'ai le doute scientifique, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça veut dire qu'on te dit un truc. Quand j'étais en terminale, on me disait, on m'appelait le monsieur anti-théorème. C'est parce que quand on me donnait un théorème de maths, j'étais tellement émerveillé par la puissance du théorème que je me disais, c'est pas possible. Mon premier réflexe, c'est pas possible. C'est pas possible que cette propriété soit vraie. C'est pas possible que tous les triangles, que la somme des angles de tous les triangles soit 180 degrés. Démontrer que Thalès et Pythagore ont tort et que tout le monde, vous êtes tous des moutons depuis 4 siècles. Après, on sait maintenant que c'est pas tout à fait vrai. Ça veut dire que dans certaines géométries, qui s'appelle la géométrie riemannienne, on sait fabriquer des triangles dont la somme des angles n'est pas de 180 degrés. Et c'est ça, si tu veux, c'est ça qui est la beauté des maths. Tu vois, par exemple, au début, les premiers chiffres qu'on avait, ils étaient tous positifs. Et on ne savait pas résoudre une équation. X plus 1 égale 0, c'était impossible. Comment on peut prendre quelque chose, lui ajouter 1 et obtenir rien ? C'était pas possible. Et pendant des millénaires, en fait, l'équation x plus 1 égale 0 était une équation qui n'avait pas de solution. Puis un jour, un mec a dit, en fait, on va définir moins 1 comme étant la solution à x plus 1 égale 0. Et il avait inventé les chiffres négatifs. Et qui sont quand même un peu antinaturels. Ce que je veux dire, c'est quand tu apprends ça aux enfants, tu sais, au début, tu leur montres, tiens, tu prends 3 petits machins, 3 petits trucs. Les nombres n'existent pas, en fait. Puis à un moment, tu leur dis... mais que quoi, moins 1, moins 2 ? Tu te regardes. Du coup, il me parle, lui. Mais tu vois, en effet. Ou bien, x sur 2 égale 1. Ça aussi, c'est impossible. Comment on peut trouver un truc qui, divisé par 2, te donne un truc entier ? Et là, c'est impossible. Et un jour, il y a un mec qui dit, en fait, on a inventé les fractions, là. On a inventé 0,5. 0,5, c'est un nombre qui est extraordinaire, quoi. Et en fait, souvent, on passe de trucs qui sont impossibles, et l'esprit humain trouve la solution à ce truc. Et la géométrie riemannienne, c'est exactement ça. Il y a un gars qui s'appelait Riemann, un grand mathématicien, qui s'est dit, en fait, ce serait quand même pratique de trouver des triangles dont la somme des angles n'est pas égale à 180 degrés. Il l'a inventé. Ce qui est en train de s'ouvrir, alors il faut vraiment qu'on plonge un peu dans la crypto ensuite, mais ce qui est en train de s'ouvrir avec le quantique aussi, quelque part. C'est si on regarde un peu ça, c'est vrai que tu as des mecs un peu allumés qui te parlent de quantique, tu les regardes, puis quand ils ont fait Polytechnique et MIT, tu te dis, peut-être qu'il y a un truc quand même à aller creuser là-dedans. Ça commence par une erreur, tu vois, ou par une impossibilité, et puis là, c'est là que tu te dis, on va aller plus loin et on va inventer des choses, quoi. Et alors, quand tu découvres le Bitcoin en 2013, Bitcoin, ça a été créé quoi ? En 2009, 2011 ? Je sais plus. Enfin, ça dépend. Le papier original, c'est 2008. La création, le premier Bitcoin, c'est le 3 janvier 2009. Et l'invention du concept, c'est septembre 2008. Ok. Quand tu découvres ça, toi, par exemple, avec cet esprit critique, tu te dis quoi ? Et qu'est-ce qui se passe entre 2013 et 2016 où tu commences vraiment à... En 2013, je vois un théorème qui est... le fait qu'on ne peut pas faire une double dépense avec Bitcoin. Un des grands problèmes qui était non résolu pour la monnaie numérique, c'était la double dépense. Ça veut dire que si tu as des Bitcoins, il ne faut pas que tu puisses te dépenser ton Bitcoin 2 fois. Et ça, c'est un grand sujet. Il y a des problèmes. Là, je donne un des problèmes qui est un des problèmes simples, et des problèmes un tout petit peu plus compliqués, qui sont des problèmes de cryptographie, en fait. Et Bitcoin n'est pas tout à fait le premier. Il y a eu d'autres solutions, des problèmes qui ont été résolus progressivement. L'arrivée au Bitcoin, c'est une très longue marche.
Il y a un ancêtre du Bitcoin, c'est par exemple le Hashcoin. Ok. Il y a un gars qui s'appelle Adam Back, un Anglais, qui a inventé le minage. C'est lui qui a inventé le minage. Ok. Alors, le minage a été inventé avant le Bitcoin, en quelque sorte. Ou bien l'ancêtre du minage a été inventé avant le Bitcoin. Et Bitcoin, il a pris tout un corpus de sciences, de découvertes, il les a mis ensemble, il a inventé le Bitcoin. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement en 2013, quand j'ai vu qu'il y a un truc bizarre, obscur, qui s'appelle le Bitcoin, et qui prétendait, ce Bitcoin, avoir résolu un certain nombre de problèmes qui étaient posés depuis longtemps. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis, j'ai regardé, et puis là, on s'est dit, en fait, si, il a réussi. Et puis un beau jour, donc on discutait avec des camarades, on était... T'en as acheté assez vite? Non, c'est vite, je sais plus, quelques mois, quoi. Donc en 2013. Ouais. Ok. Et assez vite, j'ai découvert qu'on était 4 dans la boîte à s'intéresser à ça, qu'il y en avait déjà. Et un grand moment, c'était quand je suis rentré un matin au bureau, et je leur ai dit, attendez les gars, il y a un problème avec le Bitcoin. Il n'y a pas un problème, mais c'est un truc extraordinaire avec le Bitcoin, c'est qu'il n'y en a que 21 millions. Parce que à l'époque, c'était tellement difficile de se renseigner sur le Bitcoin que je ne savais même pas qu'il y avait 21 millions au maximum. C'est simplement, j'ai dérivé une formule, et puis j'ai vu que la formule, elle convergeait, puis que ça s'arrêtait à 21 millions. Et quand je suis rentré le matin à Tobam, et j'ai dit à Médus, et vous avez vu l'histoire des 21 millions, là? Il n'y en a que 21 millions. En fait, il n'y en avait qu'un qui savait, et les deux autres ne savaient pas. Donc c'était un truc vraiment... c'était une découverte, quoi. On a exploré le truc. Et au début, on s'est dit, c'est un très très bel objet. C'est un superbe gadget. Mais on ne s'est même pas posé la question de son avenir. Ça veut dire on en a acheté un peu pour voir comment ça marchait. Mais on n'a pas vraiment acheté. On a acheté des petites quantités à l'époque. Et c'est seulement en 2016 que j'ai dit à mes camarades, donc quand on a vu ça, pour continuer à apprendre, parce que c'était un sujet qui était intéressant, on dit souvent d'ailleurs que s'intéresser au Bitcoin, c'est tomber dans le trou du lapin. Tu sais, Alice au pays des merveilles, quand elle tombe dans le trou du lapin, elle découvre plein de choses extraordinaires. Et elle n'arrive plus à en sortir, parce qu'elle n'a plus envie d'en sortir d'ailleurs, parce que c'est tellement beau à l'intérieur, et tellement des curiosités dans tous les sens qu'elle n'en sort plus. Et on s'est dit, c'est vraiment jouissif comme voyage, le voyage là-dedans, et donc on a institué tous les mois un dîner où on partageait ensemble les merveilles qu'on avait découvertes. Et en 2016, c'est lors d'un de ces dîners, j'ai dit à Mélius, en fait les gars, on se trompe. Ce truc-là, c'est pas un gadget. Ce truc-là, ça peut marcher. Et c'est là qu'on a décidé d'investir, de manière, cette fois-ci, corporate, pas de manière individuelle. Oui. Et on a décidé d'implémenter un pari. Et moi, j'aime bien poser les choses très clairement. Donc, j'ai dit, on va l'écrire, le pari. Au début, on a écrit une page. Puis après, j'ai dit, non, mais ça ne va pas une page. Il faut prendre le rasoir d'Occam, il faut simplifier. Puis encore simplifier, puis encore simplifier. À la fin, on est arrivé à une phrase. Et la phrase qu'on a écrite en 2016, c'est « Un jour ou l'autre, les plus grands gérants du monde proposeront des fonds investis en Bitcoin à leurs clients. » Et c'est un pari qu'on a gagné l'an dernier, quand BlackRock, quand Fidelity, quand Franklin Templeton, quand les plus gros gérants du monde ont tous proposé des fonds investis en Bitcoin à leurs clients. Même le dernier récalcitrant, c'était Vanguard. Et Vanguard, en septembre 2025, a décidé lui aussi qu'il ne pouvait pas faire l'impasse sur le Bitcoin. Les gros fonds français n'ont pas fait ça, les gros asset managers. Non, pas encore. C'est pas la France, c'est l'Europe. Ok. L'Europe, si vous voulez, effectivement, est en retard. Comme souvent, il y a une raison à ça qu'on arrive à assez bien formaliser. Quand il y a une innovation, toute innovation suit un cycle qu'on appelle le cycle de Kubler-Ross. Ok. Une innovation, en fait, Kubler-Ross, c'est une psychiatre américano-suisse qui a beaucoup étudié les cycles du deuil, les étapes du deuil. Quand tu es frappé par le malheur, par un deuil, tu passes systématiquement par un certain nombre d'étapes.
D'abord, tu as la stupeur, hein, tu t'immobilises, tu ne réagis pas. Hein. Ensuite, il y a une étape qui est la colère, il y a différentes étapes comme ça. À la fin, il y a l'acceptation. Et en fait, quand il y a une innovation disruptive, pour être précis, et ben en fait, tu as toujours une étape du deuil parce que tu dois faire ton deuil du monde d'avant. Une innovation disruptive, c'est une innovation qui va changer le monde. Et donc, il faut que tu acceptes de faire ton deuil du monde d'avant. Or, le monde d'avant, il avait des avantages, il fonctionnait, et tu le connaissais. Et là, il y a un saut vers l'inconnu. Hein. Et en fait, systématiquement, quand il y a une innovation disruptive, il y a une étape de la colère, comme pour le deuil. À un moment donné, tu es en colère. Tu es en colère contre ce salopard qui ne s'est pas arrêté au feu rouge, contre ton copain qui n'a pas arrêté de fumer. Il n'a pas arrêté de fumer. Contre le bon Dieu, comment le bon Dieu peut accepter une chose pareille. Hein, voilà. Donc il y a toujours une étape de la colère. Okay. Et en fait, la problématique qu'il y a, tu passes aussi toujours par un moment où tu vas essayer de comprendre si la nouvelle technologie, elle relève du bien ou du mal. Alors qu'en fait, une technologie ne peut pas relever du bien et du mal. Un couteau, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Un marteau, est-ce que c'est bien, est-ce que voilà. C'est mal ? Oui. Ça dépend de l'usage que tu en fais. En fait, s'il faut s'intéresser dans une invention, c'est jamais à savoir si elle est bien ou elle est mal, c'est est-ce qu'elle marche ou est-ce qu'elle ne marche pas. On pourrait, mais on ne va pas ouvrir ce chapitre, cher Yves, de savoir si l'IA relève du bien ou du mal. Parce que c'est un outil, mais à un moment, on a une peur de perte de contrôle de l'IA pour la première fois de l'histoire où un outil... C'est pas exactement la première fois. Bon. Quand on a inventé le cheval, si j'ose dire, c'était la même chose. Quand on a inventé l'automobile, c'était la même chose. On a remplacé les muscles de l'homme. Oui, mais là, on parle plus de muscles, on parle de super intelligence. Oui, mais à l'époque, le muscle était vachement important. Oui. Et là, on va se rendre compte peut-être que l'intelligence de l'homme, c'est pas la seule chose qui est intéressante. L'IA va nous dépasser. Est-ce qu'un jour, il y aura une machine qui sera avec une intelligence supérieure à l'ensemble de l'humanité cumulée? Ça dépend de comment on appelle l'intelligence, ça dépend de quelle intelligence. Voilà. N'ouvrons pas ce chapitre. Voilà. On reste sur le Bitcoin. Ouais. Je voudrais juste savoir, si je suis un peu tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc l'intérêt pour le Bitcoin, peut-être pour l'IA, mais on ne va pas en reparler, c'est pas de s'intéresser à savoir est-ce qu'elle relève du bien ou du mal. Ce qui est intéressant et plus fertile, c'est de s'intéresser à savoir est-ce que ça marche ou pas. Et si ça marche, la démarche de l'entrepreneur, c'est de se dire je vais essayer d'en tirer profit de cette technologie-là. 100%. Et c'est la même chose pour l'Internet, hein. C'est la même chose pour l'IA, c'est la même chose pour tous les domaines de l'innovation disruptive. Le moment fertile, c'est le moment où on arrête de se poser la question est-ce que c'est bien et c'est mal, et qu'on pose la question est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, et si ça marche, comment j'en tire un avantage. Mais alors toi, tu as fait ce pari en 2016, tu as écrit cette ligne pour dire un jour les asset managers les plus grands du monde vont investir dans le Bitcoin. Ok, ça c'est fait. Du coup, tu as vendu tous tes Bitcoins ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On en fait quoi de tout ça ? Puisque tu es arrivé. Ma thèse d'investissement, hein, donc là on va pas parler de la thèse. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai écrit un jour ou l'autre, ils en achèteront tous. Donc je me suis dit, je vais implémenter un pari. Comment j'ai implémenté mon pari ? D'abord, on en a acheté dans les fonds. Ouais. Hein, on a acheté dans les holdings. Et l'autre chose, on a fait, comme ce qu'on fait d'habitude à Toba, on a créé un groupe de recherche dédié. Et la première mission que j'ai donnée à ce groupe de recherche dédié, c'est que je leur ai dit, vous allez écrire de nouveau une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on fait quand on achète un Bitcoin ? Sur quoi ? Qu'est-ce qu'on espère ? Et en fait, ce qu'on espère avec le Bitcoin, c'est la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, si tu regardes une pomme aujourd'hui, elle a à peu près la même valeur qu'une pomme il y a 30 ans. Okay. Hein ? Peut-être même qu'une pomme aujourd'hui, elle est plus facile à produire qu'une pomme qui a 30 ans, donc elle a objectivement moins de valeur qu'une pomme qui a 30 ans. Et pourtant, le prix de la pomme, il a énormément augmenté entre aujourd'hui et il y a 30 ans. Alors, il y a une déconnexion entre le prix et la valeur. OK ? Et cette déconnexion, elle va toujours dans le même sens. La valeur des choses, elle baisse. Elles sont toujours de toutes les choses que tu connais autour de toi, elles sont plus faciles à produire aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Et elle me coûte plus cher. Elle te coûte plus cher. C'est quoi ? Il y a trop d'intermédiaires, trop de monde ? Absolument pas. C'est pas la pomme, la pomme qui est plus difficile à produire, c'est l'euro qui a perdu de la valeur. Hein ? Et ce qu'il faut vraiment arriver à comprendre, c'est que l'inflation, elle n'a rien à voir avec la hausse de valeur des choses.
L'inflation, elle mesure en fait de manière assez précise l'abondance accrue de la monnaie. C'est tout simplement, si on imprime quoi que ce soit en un très très grand nombre d'exemplaires, ce quoi que ce soit, il a moins de valeur que ce qui était imprimé avec un nombre d'exemplaires inférieur. Donc on revient sur les 21 millions du Bitcoin et on se dit que c'est pas illimité. Les 21 millions de Bitcoin, c'est un peu comme les Picasso. Il y a une chose qu'on sait sur les Picasso, c'est qu'il n'en peindra pas beaucoup dans les 20 ans qui viennent. Voilà. Et il y a une chose qu'on sait sur les Bitcoins, c'est qu'entre maintenant et la fin de l'humanité, il n'y aura pas plus que 21 millions de Bitcoins. Et ça, c'est une différence extrêmement fondamentale entre le Bitcoin et l'euro, parce qu'on sait très bien que la quantité que la BCE et les autres émetteurs d'euros qui existent sur cette planète n'ont pas de limite à l'impression monétaire. Et d'autre part, ce qui est très important, c'est que l'impression monétaire, à eux, ne leur coûte rien. La BCE, elle peut imprimer demain 1 milliard d'euros, ça va coûter rien à la BCE. Elle n'a pas de limite. Alors la question qu'on peut se poser, c'est imaginons que moi j'ai un bien rare et utile. Oui, rapproche un peu ton micro. Oui. Imaginons que j'ai un bien rare et utile. Imaginons que j'ai du pétrole. Le pétrole c'est rare, le pétrole c'est utile. Et que imaginons que j'ai ce bien-là. Est-ce que j'échangerais ce bien contre un autre bien qu'un tiers peut imprimer infiniment sans aucun coût? Le dollar, l'euro. C'est quand même un peu étonnant d'avoir un truc qui est rare et utile et d'accepter de l'échanger contre un autre truc que quelqu'un d'autre peut imprimer infiniment sans aucun coût. Il y a même pire. Tu pourrais vendre du pétrole et acheter en face une obligation d'État. Et si tu réfléchis un peu, la seule promesse que te fait l'émetteur de l'obligation d'État, c'est dans 10 ans, je te promets, j'imprimerai plus de dollars. C'est un peu étonnant. Ça pourrait presque ressembler à une fumisterie, ce truc-là. Ou à un marché de dupes. Et de plus en plus, il y a des gens qui se disent, en fait, c'est un peu bizarre comme organisation monétaire. Et peut-être que la monnaie, qui a été définie il y a très longtemps par Aristote, comme étant un objet qui avait 3 propriétés. Les 3 propriétés que préconise Aristote pour la définition de la monnaie, c'est que la monnaie, ça sert à l'échange, la monnaie, ça sert à faire de la comptabilité, et la monnaie, ça sert à stocker de la valeur. Et en fait, de plus en plus, il est évident que le dollar, le yen, l'euro ou le franc suisse, ils sont de moins en moins opérationnels pour conserver de la valeur dans le temps. Ils servent encore à faire de l'échange, extrêmement bien. Ils servent à faire de la comptabilité. Mais il semblerait qu'il ait perdu sa capacité à conserver la valeur dans le temps. Ok. Il va falloir qu'on accélère si on veut aller sur la deuxième thèse. Mais pour finir sur celle-ci, je comprends et je conçois on pourrait passer des heures, hein, évidemment. Tu y as passé des années. C'est un peu le fait politique que tu mets un peu de côté là-dessus. C'est-à-dire que... alors peut-être qu'on est en train de le perdre avec l'administration Trump et que finalement on est en train de basculer dans ce monde où on hésitait avant à se dire est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner, etc. Dans cette confiance, parce qu'à un moment tu dis les dollars, pourquoi j'irais le pétrole, pourquoi je le mettrais en dollars et pas en bitcoin, etc. À un moment les Chinois ils ont dit attends, et le bitcoin là c'est bon, on met la fin de la récré, voilà. Là ce qu'on se dit ici c'est que comme les Américains ils vont pleine balle, finalement, there's no way back. Il n'y a plus de retour en arrière. On est en train de partir dans un monde où le Bitcoin... parce que tout ça, c'est quand même tout ce que tu racontes là. On va balayer des décennies, peut-être des siècles de banques centrales qui maîtrisent et qui utilisent justement la planche à billets pour faire tout ça. C'est des décennies, c'est pas des siècles. Hein. Ça date de 1971. Oui. Avant, les banques centrales, elles détenaient de l'or. Oui. Et les papiers-monnaies étaient convertibles en or. C'est seulement à partir de 1971 qu'un président américain, Nixon, a décidé de temporairement suspendre, de manière temporaire, la convertibilité du dollar en or. Bretton Woods, c'est ça ? C'est la fin de Bretton Woods. Oui, c'est ça, c'est la fin de Bretton Woods. Ouais, ok. Donc,
Là-dessus, on se dit, on est en train de basculer dans cette eau de monde, et ça Disons fonctionne. que c'est une thèse qui est incertaine. Tout investissement est incertain. Donc moi, je peux pas te l'écrire, que c'est ça qui va se passer. Mais dans le cadre soit de tes prévisions, soit de ta diversification, il devient maintenant de plus en plus aventureux d'ignorer cette thèse. 100%. Voilà, et tu es devenu un spéculateur, c'est faire une prévision. Dire le Bitcoin va à zéro, c'est être un spéculateur. Dire le Bitcoin, aujourd'hui, il y a des gens qui l'achètent et qui le vendent à 125 000 $. Tu sais, il y a une date que je guette. J'en parle jamais médiatiquement, mais là, tu vas avoir un scoop. Là, le Bitcoin, la valorisation du Bitcoin, elle est sur le point de dépasser la valorisation du CAC 40. On est là, à quelques semaines ou à quelques mois, du moment où le Bitcoin vaudra plus que tout le CAC 40 réuni. Le jour où il vaudra plus que tout le CAC 40 réuni, ça va devenir encore plus difficile de dire « je ne m'intéresse même pas à ce truc-là ». Je crois qu'il y a une avocate là, qui a fait une interview cette semaine. Je crois qu'elle a un poste dans une institution monétaire européenne. Je crois qu'elle est tout en haut de l'organigramme. Elle est passée par le FMI. Et voilà, ouais. C'est une avocate et qui a dit le Bitcoin, ça vaut rien. À un moment donné, quand tu prononceras cette phrase-là, on sera en droit de te mettre une petite boule sur le nez. Une boule rouge, et de te dire, mais mon vieux, t'es un clown si tu dis ça. Alors, Philippe Brassac que j'avais reçu du Crédit Agricole, Philippe Brassac que j'ai reçu sur mon autre podcast, avait dit ça à un moment, il s'en est pris, oui. Ah mais non, mais il a dit ça à un moment. Oui. Et Brassac, il l'a dit dans une circonstance où on lui demandait d'être provocateur et où il voulait provoquer des réflexions. Aujourd'hui, je ne pense pas que Philippe Brassac, il dit le Bitcoin, ça vaut zéro. Je sais très bien que Philippe Brassac ne pense pas du tout que le Bitcoin, ça vaut zéro. Et je parle et alors toi, vous avez des thèses là-dessus, tu te dis qu'un jour, ça pourrait valoir 1 million ? Écoute, combien ça vaut 1 franc 2860 ? Ça vaut rien. Moi, j'ai un ami qui a une propriété à 50 km de Paris. Il y a 10 hectares. C'est un château. Aujourd'hui, ça vaut nettement plus que 10 millions d'euros, sa propriété. Et il a eu un petit problème avec le fisc, et il a fallu faire une expertise au niveau des monuments historiques. Et il est tombé sur le contrat de vente de ce truc-là, de 1860. 1860. Voilà. Et en 1860, une propriété de 10 hectares, avec un château, des communs, des annexes, 2 étangs, clos de murs, très très belle facture, il s'était échangé en 1860 contre 500 francs. Mais fais gaffe, 1860 c'est avant 1958, donc il s'agit d'anciens francs. Donc 5 nouveaux francs, donc un peu moins d'1 euro. Si tu veux, ça vaut plus rien. Le Bitcoin, il vaudra, s'il survit, il vaudra des dizaines de millions d'euros. Non pas parce qu'il vaudra cher, mais parce que l'euro, ça ne vaudra plus rien du tout. S'il survit. Parce qu'il y a un scénario où le Bitcoin va aller à zéro. C'est quoi le scénario où le Bitcoin est à zéro ? Il est extrêmement facile à décrire. C'est le jour où les banquiers centraux deviendront orthodoxes. Le jour où ils diront, écoute, tu as un état impécunieux, tu te démerdes, tu vas aller trouver ton argent sur le marché, mais moi je te prête pas d'argent si tu es impécunieux. Si tu n'es pas capable de gérer un seul budget en équilibre sur 40 ans, moi je te prête plus d'argent. Et d'ailleurs, ça fera du bien à cet état-là parce qu'il sera obligé de se réformer. Mais quand l'État a l'impression qu'il peut emprunter sans limite, ça lui coûtera rien parce que de toute façon il suffira d'emprunter plus pour rembourser une dette avec de la monnaie de singe, c'est pas ça comme ça que cet État-là va se réformer et essayer de s'intéresser à un mot qui ne l'intéresse pas du tout pour l'instant, qui s'appelle l'efficacité. Aujourd'hui, l'État, il n'en a rien à foutre de l'efficacité. Pourquoi veux-tu qu'il s'intéresse à ce truc bizarre qu'on appellerait l'efficacité de la dépense publique ? Vu que de toute façon, il peut emprunter infiniment, et qu'à l'arrivée, ça ne lui coûte rien parce qu'il couvre ses dettes par des dettes. Donc il y a une certaine vertu au sérieux, et pour l'instant, cette vertu-là, elle n'est pas récompensée. Merci, c'est très clair. On va essayer de tenir alors la deuxième partie de cette thèse, de tes thèses, et en 10 minutes. Il va falloir qu'on soit très fort. Ça va être Yves, simple. J'ai la thèse du Bitcoin, je t'avoue que c'est
c'est une thèse que moi je suis directement, indirectement, mais notamment sur ces 21 millions et en me disant je crois au fait qu'un jour ça vaudra cher. Plus cher qu'aujourd'hui. Voilà, et sur laquelle je te le disais, moi j'investis de très humblement, mais 100 dollars ou 100 euros, je sais plus d'ailleurs, par semaine, tous les jeudis, en Ether et en Bitcoin. On n'a pas parlé d'Ether, c'est pas pareil pour toi. Alors tu vas m'allouer combien de temps pour les autres pour Ether, t'as une minute. Ether, t'as une minute. Alors l'Ether, c'est très intéressant pour moi. L'Ether, c'est comme Internet. Hein, ça veut dire qu'on est en 1997 et tout d'un coup, tu te dis, mais enfin, l'Internet, c'est l'avenir. Et là, tu te dis, bon, ben, ok, comme Internet, c'est l'avenir, je vais acheter du France Télécom, je vais acheter du Yahoo, je vais acheter du America E-Trade, je vais acheter du Pet.com. Et il n'y a pas un seul de ces investissements qui s'est avéré intéressant. Non, sauf si tu es rentré au tout premier tour et que tu as réussi à vendre au deuxième. Mais, non, il faut, voilà. Le fait d'acheter et puis de les avoir regardés, c'est une erreur, alors que tu avais raison sur Internet. Internet a changé le monde. Donc moi, il y a une dichotomie, si tu veux, entre la tech, entre la technologie et l'actif que tu dois acheter. C'est pas la même chose. Et autant je crois que la technologie de l'Ethereum est super intéressante. Ça va complètement changer le monde de la finance. Ça va donner des ailes à plein de business. Autant la question qui se pose, c'est quel actif acheter. Et donc, tu n'achètes même pas un peu d'Ether. Et l'autre question qui se pose, c'est est-ce que j'ai intérêt à investir dans l'infrastructure ? Parce que ce n'est pas l'infrastructure d'Internet qui a rapporté de l'argent. C'est ceux qui l'ont utilisé, cette infrastructure, qui sont devenus des monstres inalliables. Si j'avais un peu d'AWS, tu vois, d'Amazon, d'Action, c'est de l'infra. Amazon, c'est pas vraiment de l'infra. Amazon Web Service, c'est de l'infra, mais ça n'existait pas en 2000. Oui, mais c'est ce qu'a fait envoyer dans l'espace, finalement, le cloud, dans toutes ces valeurs de tech. Tu m'as donné qu'une minute, donc je te fais la réponse, d'accord ? Donc il y a deux questions. Est-ce que la DeFi, est-ce que la technologie d'Ethereum va changer le monde ? La réponse c'est oui, avec pratiquement une certitude. Est-ce qu'il y a énormément d'argent à se faire ? La réponse c'est oui. Est-ce qu'il faut posséder l'actif Ether ? Ma thèse d'investissement, c'est que non. Ok. Voilà. Très bien. Donc je ne fais même pas un 80-20 chez toi en tout cas. Bah, chez moi non. Ok. Très clair. Les autocraties. Alors ça c'est vraiment un délire quand même du moment parce que on voit un peu un monde qui est en train de changer très fort. Et toi tu dis qu'il faut pas investir dans les dictatures si je comprends bien. En fait, voilà. Donc, moi comme d'habitude, quand tu as un problème très sophistiqué, ce qu'il faut faire, c'est essayer de le simplifier. Tu vas prendre le rasoir d'Occam, tu vas essayer de le simplifier. Et moi, ce que je dis, c'est pas que les autocraties, c'est bien ou c'est mal. Moi, je dis, les autocraties, ça marche pas du point de vue de l'investissement. Et si tu veux, il y a des données qui sont très anciennes, qui sont très abondantes et qui te démontrent, d'ailleurs, le prix Nobel d'économie de l'an dernier a été décerné à un trio de chercheurs américains. Et leur thèse, c'est justement ça. C'est que économiquement, eux, ils ont une thèse encore plus forte que la mienne. Ils disent, économiquement parlant, ça marche pas l'autocratie. Moi, je suis plus modeste, je dis financièrement, ça marche pas. Et en fait, c'est assez facile à comprendre. Quand tu gères un business, l'hypothèse la plus basse que tu dois faire, c'est que tu es entouré d'un état de droit. Et si tu n'as pas d'état de droit, tu rajoutes à ton business un risque non rémunéré qui est extrêmement fort. C'est très très difficile de gérer un business, surtout si tu veux que ton business réussisse, et que tu as quelqu'un en haut qui va te dire c'est bien, tu as très bien réussi, et by the way, je change les règles. Ou bien je te capture 20% de ce que tu as, ou 50% ou 80%, ou je déclenche une guerre. Il n'y a pas de guerre qui oppose deux États indépendants et démocratiques. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Tu n'es pas capable de me donner un seul exemple de guerre qui ont opposé deux États indépendants et démocratiques. D'accord. Deux États indépendants et démocratiques, il y a un théorème, ils ne se font pas la guerre. Et en fait, on arrive assez facilement à démontrer que... Les nazis ne se vendaient pas comme indépendants et démocratiques. Ils se vendaient comme, mais ils ne l'étaient pas. Ils se vendaient, mais ils ne l'étaient pas. Okay. Donc on sait mesurer. Même la mesure est un des secrets pour essayer d'objectiver les choses.
les mesures de la démocratie en Allemagne en 1934, 35, 36, 37, 38, 39. Donc, quand même, elle s'est dégradée. Mais attends, Vladimir Poutine est élu démocratiquement, je veux dire. Mais c'est pas une démocratie. Ça n'a rien à voir. L'existence d'un vote. Hitler a été élu démocratiquement, l'ayatollah Khomeini a été élu démocratiquement. C'est pas des démocrates, d'accord ? Okay. Et si tu veux, investir en Allemagne en 1933, c'est une très, 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 très belle opération. À la fin, tu perds tout. Y compris la seule chose que tu n'as pas envie de perdre quand tu as tout perdu, ton âme. Ton âme, voilà. Bien sûr, c'est mieux, oui. Voilà, il faut mieux la garder, celle-là, quand même, parce que, voilà. Donc, moi, je dis pas l'Allemagne naziste, c'est bien ou c'est mal, même si j'ai ma petite opinion là-dessus. Je dis qu'économiquement parlant, financièrement parlant, avoir investi dans ce pays-là, alors qu'il y avait des tas de raisons à investir. Au moins, ils avaient un chef. Au moins, ils n'avaient pas de problème c'est toujours vrai. Ouais. C'est ce que tu dis. C'est toujours vrai. En fait, il n'y a pas tellement d'exceptions. Il n'y a pas d'exception. Si tu investis dans l'Irak de Saddam Hussein, tu vas te faire de l'argent, à la fin tu perds tout. Si tu investis dans la Libye de Kadhafi. Après, il y a un autre truc, c'est la Chine. Ouais. Alors, il y a un truc qui est très intéressant dans les démocraties, dans les autocraties, une différence entre les deux, c'est la statistique. Moi, je suis statisticien de formation. Et un des premiers cours de stats qu'on nous donnait, c'est nous dire, la statistique en démocratie, c'est un outil d'information. Et la statistique, dans une autocratie, c'est systématiquement un outil très efficace de propagande. Et tu as la Banque mondiale qui a sorti une étude sur la Chine, qui a démontré que si ils ont pris une étude, ils ont pris toutes des images satellitaires de tous les pays du monde. Et avec les images satellitaires, en utilisant de l'intelligence artificielle, ils ont essayé de déduire la croissance du PIB du pays en question. L'éclairage la nuit, les parkings dans les supermarchés, les chantiers, les usines électriques, la fumée dans les usines de charbon, etc. Et ils ont réussi à trouver un truc très intéressant. C'est dans les démocraties, les images satellitaires corroboraient très exactement, mais incroyablement exactement, les statistiques publiées en concernant la croissance du PIB dans les pays démocratiques. Dans les pays moins démocratiques, systématiquement, les chiffres officiels surestimaient ce qu'observaient les satellites. Et dans les pays autocratiques, alors là, ça n'avait rien à voir. Et ils estiment que le divorce, par exemple, en Chine, sur le PIB affiché par les autorités et le PIB observé par les images satellitaires, sur 20 ans, c'est 100% de PIB de différence. Ça veut dire que sur 20 ans, la différence de croissance, c'est 100%. Donc en fait, il y a un truc que je peux dire, c'est que dans les autocraties, ils mentent sur exactement tout. Sur tout. Parce que le bureau des statistiques en Chine reporte au ministère de la propagande. Et donc, en fait, il ne peut t'appuyer sur rien. Ok. Là-dessus, tu vois, ça me fait penser évidemment à David Bavrez, tu le connais, non qui est venu ici et qui me parle un peu et qui me dit quand même que quand tu regardes justement tous les... alors on a eu non, pardon, c'est pas David Bavrez, excuse-moi, c'est Jean-Marc Jancovici qui me dit que la France étant... quand on regarde pas mal de choses, la France et l'Europe est plutôt en décroissance déjà effective depuis 2006-2007, notamment quand on regarde... Alors on a débattu là-dessus parce que moi je suis un peu comme toi, j'ai un esprit critique aussi. Les transports des camions, et dit il y en a moins, et je dis oui, mais peut-être que les camions, il y a moins d'échanges à l'intérieur. Je dis peut-être qu'il y a moins d'échanges parce que il y a aussi moins d'usines, de manufactures, de choses comme ça, et que tout est importé. Alors tu vas mais si tu veux que je réagisse, je peux. Si je veux, je te laisse réagir à tout ça. Moi, ce que je pourrais aussi me poser comme question en t'écoutant, c'est en fait, c'est à la fin, c'est un peu comme le Bitcoin et ta thèse d'avant. C'est jusqu'à preuve du contraire. Et je pense qu'au moins là-dessus, tu seras d'accord. C'est-à-dire que depuis l'apparition de la démocratie, c'est quoi, les Américains ou c'est quoi l'élection de George Washington, c'est 1789 quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, mais la démocratie a gagné plus ou moins. Je veux dire, plus ou moins. On peut partir de ce constat. Mais si je vais avant... finalement, c'est pas la démocratie. Les Grecs ont gagné, puis les Romains ont gagné, puis les Ottomans par endroits ont gagné, puis les Néerlandais, les Portugais, etc. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est pas ce qu'ils gagnent ou pas. C'est simplement sur l'investissement
Aujourd'hui, si tu veux, le pire des marchés boursiers de la Terre, c'est le marché boursier chinois, sur les 20 dernières années. Et il y a pire que lui, c'est les industries occidentales qui ont investi en Chine. Et en fait, c'est ça notre thèse d'investissement. Okay. C'est qu'en fait, la grosse majorité de ton exposition aux autocraties, elle est indirecte. Aujourd'hui, tu achètes Volkswagen, tu penses « Ah, c'est une action allemande ». Mais en fait, quand tu achètes Volkswagen, que tu en sois conscient ou pas, ça n'a aucune importance. En fait, tu as une énorme exposition chinoise. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'alléger. Parce qu'ils questionnent quand même le modèle de l'autocratie. Et en fait, ils gardent leur complète exposition indirecte. Et nous, on dit, on arrive à manifester, parce que de nouveau, il y a une métrique là-dessus, que 85% de l'exposition à l'autocratie, elle est indirecte. Quand la Russie donc quand j'investis du Volkswagen, j'investis en Chine. C'est un peu ce que tu dis. Pardon ? Quand j'investis Volkswagen, j'investis en Chine. Bah oui. Voilà. Et après, tu peux aimer ou ne pas aimer, mais il faut que tu en sois conscient. D'accord ? Et il y a une étude de Yale qui est très intéressante, qui démontre que quand la Russie envahit l'Ukraine, moi je dis pas c'est bien, c'est mal. J'ai ma petite idée pour dire si c'est bien, c'est mal, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'était une province, depuis toujours, c'était une province russe, tu sais. Il y a des certaines choses que je peux te laisser dire, mais là, tu commences à approcher de la ligne rouge, ok ? C'est des cousins. Tu veux pas que je réagisse, mais donc, quand ils envahissent, quand l'armée russe envahit l'Ukraine, il y a 1000 sociétés cotées, en dehors de Russie, qui ferment leur business en Russie. Et de cette fermeture de leur business en Russie, il résulte 250 milliards de dollars de pertes. Et 250 milliards de dollars de pertes, c'est bien plus que ce que le monde occidental possède en actions russes. Donc ça veut dire que la très grande... La Société Générale, je ne me rappelle plus combien ils perdent, mais c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros. Ils sont obligés de faire un write-off de 4 milliards d'euros, suite, je crois, c'est peut-être 3 milliards et demi, je suis... On air, là, je ne devrais pas dire des chiffres. Non, mais on les vérifiera, on mettra le chiffre dans le descriptif de l'épisode, si tu veux. Voilà. Je crois que c'est ça. Tu as raison. Et c'est la même chose sur McDonald's Canada. McDonald's Canada vend 1000 restaurants russes pour $1. Donc, en fait, le coût, il est... Même s'ils avaient gagné de l'argent pendant 10 ans, là, ils font un write-off sur tout. Au revoir. Et voilà. Et en fait, c'est très difficile de trouver des entreprises de taille moyenne ou grosse qui ont investi en Chine et qui en ont tiré un profit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le business model du Parti communiste chinois d'enrichir les capitalistes occidentaux. C'est pas ça leur business. C'est une question de croyance ou de thèse. Quand j'ai vu, moi, Carlos Ghosn il y a 2 mois, il me dit typiquement... tu sais, Mathieu, je comprends pas pourquoi Renault-Nissan n'a pas continué à investir en Chine. C'est le premier marché mondial de voitures. Et tu l'écoutes, tu dis, putain, il a raison quand même. En fait, mais combien ils importent de voitures, les Chinois là, je crois pas qu'ils en importent beaucoup. Aujourd'hui, Volkswagen a fait ce pari-là. Et au début, ils se sont dit, on veut équiper les Chinois en voitures Volkswagen. Et maintenant, ils se sont rendus compte que leurs ventes en Chine sont ridicules. Et ils ont dit, non, finalement, on va mettre notre recherche en Chine. Parce qu'ils sont bien obligés d'avoir un prétexte, si tu veux, et pas dire on s'est trompé. Mais dans la pratique, c'est très, 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 très difficile de vendre en Chine. Donc toi, tu dis, regardez, en tout cas, si vous suivez cette thèse, de manière profitable. Voilà. Regardez dans vos exposés, mais c'est super intéressant. Je reviens là-dessus parce que tu te dis, au début, quand je t'écoute de cet échange sur les autocraties, je me dis, bon, attends... tu vois, je vais prendre un cas, il y en a plein des cas extrêmes, mais autocratie, Saddam, où en effet, je pensais à Kadhafi, genre de gars, t'es un peu chez eux, tu commences à faire du pognon, ils te regardent, ils font hop, c'est à moi. Attends, c'est à moi, ou filme en 20% quand même, ouais. Parce que quand même, tu vois, t'es chez moi, donc c'est normal, tu vois, tu fais un peu de l'argent sur le pétrole, je te laisse, tranquille, fais ton argent, mais ou donne-en à mon cousin, parce que c'est quand même plus cool. Ça arrive tout le temps. Dans les autocraties, c'est comme ça, mais dans les systèmes mafieux, tu vois, on essaie de se battre contre ça encore, c'est plein d'endroits, mais voilà. Donc toi, tu dis, bon, ok, il est sympa, Yves Chouafati, mais bon, c'est pas mon monde, nous, c'est pas là-dedans. En fait, quand tu vas un peu plus loin, si tu regardes des actions dans lesquelles tu es investi... 85% est indirect. Et que tu regardes, en fait, où est-ce que eux sont investis, et puis tu vas regarder, je sais pas, je dis une connerie, pendant très longtemps, Bolloré, qui était un peu partout en Afrique, sur des ports, des machins, des trucs, tu peux te dire, il y a un petit risque là-dedans. Donc c'est un peu ça que tu dis aujourd'hui. Il faut regarder ça, il faut le mesurer, puis ensuite il faut l'assumer, accepter ça. Si on a envie d'être investi en Chine par Volkswagen,
faut le faire, mais il ne faut pas croire que Volkswagen n'est pas exposé à la Chine. Et quand tu mesures ton exposition à la Chine, tu ne peux pas regarder simplement. C'est comme si tu me disais, j'ai pas de baril de pétrole, donc je suis pas exposé à une variation du prix du baril de pétrole. Si tu as du Total, je suis désolé, tu n'as pas besoin d'avoir des barils de pétrole. Et c'est la même chose. C'est pas en comptant les pourcentages investis directement en Chine que tu sais exactement estimer quelle est ton exposition à la Chine. Mais alors là-dessus, moi j'ai forcément un énorme voyant qui s'allume, c'est les US. Je veux dire, dans quelle mesure ce régime n'est pas en train de virer? Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante. Autocratique, je veux dire, notre ami cheveux orange, il est quand même en train de dire à tout le monde, ça change, ça c'est plus comme ça, les règles sont plus les mêmes, toi tu fais ci, toi si tu veux venir chez moi, je te mets 20%. Enfin, je veux dire, ça c'est une question qui est classique. Alors, c'est quoi la réponse à cette question? C'est qu'en fait, la démocratie, ça se mesure. Moi, j'ai pas d'opinion. J'ai une opinion sur Donald Trump, mais elle n'est pas très intéressante. Aujourd'hui, la démocratie, l'état de démocratie dans un pays, ça se mesure de manière assez objective. Tu regardes donc, il y a un endroit, combien de journalistes font assassiner, est-ce que l'investissement dans la presse augmente, est-ce qu'il diminue, etc. Et que ce soit la presse ou des tas d'autres mesures. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux, la démocratie, elle recule dans le monde entier. C'est ça qu'il faut vraiment... Il faut accepter ça. On appelle ça l'indice de démocratie. Ça se trouve sur Wikipédia. Il y en a plusieurs. Nous, on travaille avec 7 instituts de recherche différents qui font vraiment de la recherche et qui servent à mesurer l'état de la démocratie dans le monde. Et ce qui est extrêmement fort comme message, c'est depuis 20 ans, la démocratie, elle recule. Pas aux États-Unis, partout. En France, la mesure objective de démocratie, elle recule en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, mais beaucoup plus en Russie et en Chine. La Russie ne partait pas de très haut, mais il y a 20 ans, il y a des gens qui te disaient la Russie est une démocratie. Aujourd'hui, plus personne ne va te dire la Russie est une démocratie. Il y a des gens, il y a 20 ans, qui disaient la Chine va à très grande vitesse dans la direction de la démocratie. En 20 ans, malheureusement, les choses se sont beaucoup plus dégradées en Chine qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Italie ou aux États-Unis. Donc il y a une récession de la démocratie, et une des conséquences de la récession de la démocratie, c'est que l'ombre de l'autocratie, elle est de plus en plus perceptible sur les marchés. Quand l'autocratie est en recul, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup t'y intéresser sur ton portefeuille boursier, mais si l'autocratie progresse, c'est là que ça devient absolument vital de mesurer ton exposition et soit de l'assumer comme un grand garçon, soit de te dire, en fait, c'est un risque que j'ai pas envie de courir. Ok. Super intéressant. Moi, ce que j'aime dans cet échange, c'est la thèse et ta réflexion très objective sur les choses. C'est te dire, moi, mon avis, tout ça, en fait, on va regarder où est-ce que c'est mesuré, comment c'est fait, et puis j'applique ça bêtement, entre guillemets, par rapport à ma thèse. Tu connais Ray Dalio? Oui. Non, mais c'est sympa. J'écoutais un podcast aussi où lui, il analyse les cycles des sociétés ou on va dire des sociétés occidentales, des continents, des choses comme ça. Alors il est très pessimiste en ce moment. Il désinvestit un peu recule, il est très optimiste, il est très pessimiste. Il a un peu une thèse qui est pas complètement contradictoire avec la nôtre. Il y a des cycles dans la démocratie. Il y a des moments où la démocratie progresse. Et il y a des moments où elle est en récession. Aujourd'hui, on est dans une récession de la démocratie. Et plus la démocratie est en récession, plus il faut faire attention à son exposition, à l'exposition de ses portefeuilles, à ces phénomènes-là. Et ensuite, on n'assume pas. Moi, voilà. Et la dernière chose que je vous invite à retenir et que je vais retenir, moi, de notre échange aujourd'hui, c'est d'aller creuser un peu son exposition à tout, en fait. Alors, tu l'as dit, on a commencé là-dessus sur la diversification. En fait, tu dis toujours, oui, je suis diversifié, c'est bon, tu vois. Et puis, en fait, regarde bien. Tu vois, moi, je l'ai découvert récemment, je te le disais sur les indices, mais regarde bien, en fait, ailleurs. Est-ce que tu es vraiment diversifié? Et ça, c'est vraiment passionnant. Donc, merci pour ça. Tiens, je vais te poser une question que je pose généralement dans mon autre podcast, la Génération It Yourself. Tu aurais un livre à me recommander, un livre vraiment que tu as lu soit récemment, soit il y a longtemps? Oui. J'ai plusieurs livres à te recommander. Alors, le mais livre... un par-dessus. Un par-dessus tous, en ce moment, moi, j'en ai couramment 20 exemplaires dans mon bureau, puis je le distribue. C'est un bouquin d'un prix Nobel d'économie qui est extrêmement lisible, qui s'appelle Friedrich Hayek, qui s'appelle pour une vraie concurrence des monnaies. C'est un bouquin de 200 pages. Et c'est un bouquin qu'il a écrit en 1976. Et c'est fascinant, ce bouquin, parce que
Dans ce bouquin, en fait, il te décrit pratiquement le Bitcoin. Ok. Et il te décrit pratiquement l'avenir du système monétaire international, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui les Bitcoin Treasury Companies, donc des instituts de réserve qui accumulent ce qui est quelque chose qui est absolument nécessaire en économie. L'économie, c'est un lieu où on échange de la confiance, uniquement. Un salarié et son employeur, ils échangent de la confiance. Un client et l'épicier, ils échangent de la confiance. J'ai confiance que la bouteille qui me vend, elle ne l'a pas remplie au réservoir, au robinet lui-même, et lui, il a confiance dans le fait que je lui donne un vrai billet. Donc l'économie, c'est un lieu où on échange de la confiance. Et pour que ce lieu marche, il y a besoin de ce qu'on appelle, en anglais, l'unquestionable asset. Ok. Un actif duquel tu ne peux pas douter. Et l'actif duquel tu ne peux pas douter, pendant des siècles, ça a été l'or. L'or, il a un problème quand même, c'est qu'il n'est pas auditable. Si je te dis j'ai 5 lingots d'or, c'est très très difficile à auditer. La seule méthode absolument fiable, elle va consister à faire fondre mes lingots d'or. Oui, parce que je ne sais pas, en fait, je vais dans une banque, je vois plein de lingots, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas si c'est de l'or, ouais. A priori, ouais, tu vas gratter un peu pour essayer de... Voilà, mais ça se trouve, ils sont plaqués, ça se trouve, la teneur en or, elle diminue vers l'intérieur, je ne sais rien, voilà. C'est pas auditable, c'est quand même un peu difficile d'être l'unquestionable asset sans être auditable. Ensuite, l'unquestionable asset, c'est devenu le dollar. Si je te disais j'avais 5 millions de dollars, tu avais tendance à me faire confiance. Et là, il y a un nombre croissant d'observateurs, dont un qui a les cheveux qui ont l'air de t'avoir interpellé, qui dit, en fait, l'intérêt objectif des États-Unis, c'est la dévaluation du dollar. Et si pourquoi l'intérêt objectif des États-Unis, c'est la dévaluation du dollar? Parce qu'ils ont eu des monceaux énormes de dettes, est une manière très simple de rembourser la totalité de la dette, c'est de dévaluer la monnaie. Parce que rembourser une dette en anciens francs, je te fais ça comme ça. Ouais, c'est ça. Je t'achète ta maison dont tu me parlais tout à l'heure, 1 euro. C'est beau. Allez, et tu sais quoi, je suis sympa, Yves, je t'en donne 2. Voilà, donc effectivement, si je m'étais endetté à l'époque, je rembourserais maintenant, ce serait très facile à rembourser. Okay. Et donc la dévaluation de la monnaie, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement intelligent de la part du créancier. Du débiteur, pardon, pas du créancier, du débiteur. Si tu as une dette, tu as intérêt à ce que la monnaie s'effondre. Parce que, c'est pas mal, donc il faut emprunter en ce moment peut-être. Si on pense si tu penses que le dollar... Vous voyez, effectivement, un usage très intelligent du dollar et de l'euro, c'est de les shorter. Comment tu shortes? T'empruntes. Voilà. Là, je peux emprunter, t'achètes de l'IMO en ce moment. L'IMO peut s'effondrer aussi. Faut pas acheter de l'IMO dans un pays où l'État est kleptomane. Parce que si tu achètes de l'IMO dans un pays où l'État est kleptomane, l'IMO, il a quand même un gros désavantage, c'est qu'il est immobile. Donc, faut faire gaffe, pas aller chez les États kleptomanes. Aujourd'hui, investir dans l'immobilier en France, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui pensent que c'est intelligent. Vu tout ce que le kleptomane te pique, il ne faut peut-être pas acheter de l'immobilier en France. Ou alors, il faut vraiment beaucoup emprunter et puis espérer que ça va à la cave très très rapidement. Et donc, si l'intérêt objectif des États-Unis, c'est la dévaluation du dollar, le dollar ne peut plus servir d'unquestionable asset, de clé de voûte du système de la confiance. Il y a une place qui est vacante, et il y a un petit gars, là, qui est orange lui aussi, et qui lève la main et qui dit « moi, je suis candidat ». Alors, est-ce qu'il arrivera à avoir la place? J'en sais rien. Mais l'investissement, c'est pas des choses où on manipule du certain. C'est quelque chose où on manipule plusieurs thèses d'investissement et on essaie de les diversifier. Et si on ne diversifie pas, c'est qu'on est un spéculateur. Est-ce que tu as une martingale à toi, un petit péché mignon d'investissement en dehors de tout ça, en dehors de tes thèses? Est-ce qu'il y a un endroit où tu as, je sais pas, t'investis de l'art des montres, ou je sais pas moi, un petit... Moi, écoute, je suis déjà très investi dans ma boîte. Ouais. Donc, très, 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 très investi dans ma boîte. Donc, une grosse partie de mon patrimoine, c'est ma boîte. Et donc, j'ai tendance à aller ailleurs pour trouver des choses qui sont diversifiantes. D'accord. Et quand ma boîte était peu investie en Bitcoin, j'étais plutôt dans le Bitcoin. Maintenant que ma boîte est plus dans le Bitcoin, je vais chercher aussi de temps en temps à me diversifier à way of the Bitcoin. Et je vais plutôt avoir tendance à acheter des biens qui soit sont très dévalués, et pour lesquels il peut y avoir un rebond,
soit des biens qui sont des benchmarks. Ça veut dire qu'ils me permettent de stocker de la valeur sur le long terme sans que personne ne puisse jamais me le choper. Hein, ça veut dire, typiquement, je dirais n'importe quoi, un truc que j'ai pas fait, l'immobilier en Suisse, tu vois. Hein, c'est plutôt ça que je ferais comme stockage de la valeur. J'achète un benchmark. Et dans ce qui est très très dévalué, tu vois quoi, ou que tu as fait ou pas fait? J'ai fait des trucs un peu audacieux. Je fais de l'immobilier au Liban, par exemple. Ah. Tu vois, c'est quand même méchamment audacieux. Bon, je fais pas ça, c'est pas des conseils. Hein, non, c'est mais quand on connaît certains pays, tester des choses, bon, ça peut toujours. Très bien. Tobam, Think Out the Box Asset Management. Donc, on trouve ça sur toutes les plateformes. On peut aller dans ses assurances vie, on peut aller là-dedans. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit, c'était pas des conseils, c'était des échanges. Moi, je suis pas habilité à conseiller, en tout cas, personne. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est vos risques, votre argent. Débrouillez-vous, démerdez-vous sans moi. Voilà. Allez voir un professionnel. Allez voir un professionnel. Toi, juste pour être clair, en 2 secondes, tu te rémunères sur une gestion sur la gestion des actifs. Le gros de notre rémunération, c'est surtout des performance fees au-delà du Bitcoin. Un peu aujourd'hui, c'est ça un peu qui tire un peu vers les résultats vers le haut. C'est qu'effectivement, on surperforme le Bitcoin. Ok. Et il y a des gros institutionnels très loin de France qui nous rémunèrent quand on bat le Bitcoin. Okay. On a beaucoup battu cette année. Très bien. Eh ben, écoute, super. Donc, j'allais te parler de performances, mais les performances sont là. On peut les voir de toute façon en ligne. Tu me donneras peut-être un ou 2 liens. Tu nous donneras des liens sur lesquels on peut voir les performances et les fonds que tu gères. En descriptif de l'épisode, sur lamartingale.io, on mettra évidemment les liens du livre dont tu m'as parlé. On va mettre les liens de l'indice de démocratie, par exemple, qui est l'un des indices pour une vraie concurrence des monnaies, et évidemment de la page Wikipédia du rasoir d'Occam que j'ai adoré. Yves Chouefati, on mettra aussi le lien vers ton LinkedIn, par exemple. Merci. Et puis, tu viendras me reparler de ta thèse sur les actions quand elle sera prête. Tu viendras me la dévoiler? Mais absolument. Allez, je suis chaud. Merci Yves. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis régalé avec toi, en tout cas aujourd'hui. Un épisode singulier, mais engageant. Et moi, j'aime bien ça sur la martingale. Salut tout le monde. Merci. À plus. À la semaine prochaine. Merci. Bye. Bisous.